Il est 20 h, Madame et Messieurs, bonsoir. Voici le titre de votre journal magazine. Sommaire. Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katanga vont être lancés. La garantie du financement, c'est le gouvernement central, 64 MW attendu, mais seulement 16 pourraient être fournis d'ici 2 ans. Comment narrer autrement l'histoire de deux Congos? Pensez au centre de l'argumentaire du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la RDC à la diaspora Somite Congo-Brazzaville. Vous verrez Patrick Mouyaya peindre avec des exemples concrets le pourquoi d'un changement de narratif. Nous parlerons sport. Cannes U20 2025 Égypte. La RDC affrontera si lundi 12 mai 2025 l'Afrique du Sud. Mobilisation déjà aux zéniths pour le supporters, aussi des autorités congolaises pour offrir de meilleures conditions aux Congolais qui se sont déplacés. Madame et messieurs, voilà tout pour le titre et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. D'abord, l'actualité. Dernière journée. Par une question. Pourquoi pas une Afrique plus unie et solidaire? C'est le vœu exprimé par Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, devant les parlementaires africains réunis en conférence interparlementaire sur le défi mondiaux émergent. Il plaide pour une coopération régionale renforcée et une RDC en paix. Anim Balaka et Patrick Badibanga. Dernière journée de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents a été consacrée sur le thème « La protection de l'économie africaine et la souveraineté des ressources naturelles, défis mondiaux et perspectives ». Les parlementaires africains ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faire profiter l'Afrique de ses atouts économiques afin de booster son développement dans l'unité des États. Intervenant dans ce panel, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a interpellé les pays africains sur les rôles charnières que doit jouer une République démocratique du Congo en paix, souveraine sur ses ressources naturelles et dépourvue de tout conflit avec ses voisins et ses pairs africains en général. Il a précisé que la RDC ne souffre pas de la malédiction de ses ressources naturelles comme d'aucuns le pensent, mais plutôt de l'absence d'une coopération régionale économique bien pensée avec ses 9 voisins. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour finir, le président Vital Kamerhe a évoqué les efforts qui sont en train d'être faits pour rétablir les relations diplomatiques et une cohabitation pacifique avec son voisin le Rwanda afin de mettre définitivement fin à la hache des guerres. Il a appelé les pays africains à se faire confiance mutuellement et d'arrêter de se faire la guerre éternellement pour faire place à la coopération économique et régionale bénéfique à tous. Vital Kamerhe a invité l'assistance à baser toutes ses réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Au pays, un gouverneur déféré devant la justice pour détournement de 3 millions de dollars destinés aux travaux de développement. 14 députés nationaux contre 9 dans le Kasaï oriental ont voté oui pour cette démarche samedi lors d'une plénière. Les autres explications dans ces commentaires de Léon Omodo et Jeff Chocha. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo est mis en accusation par les députés provinciaux du Kasaï oriental. Ces élus du peuple l'accusent de détournement de fonds alloués au développement de la province. Cet exercice démocratique est intervenu au cours de la plénière du samedi 10 mai 2025 dirigée par le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi. Après la présentation du rapport de la commission d'enquête parlementaire à la plénière, ce dernier a été soumis au vote à bulletin secret. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non
et un bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe et le gouverneur est traduit en justice. Chers collègues, la résolution portant mise en accusation du gouverneur sera rédigée et soumise au bureau. Quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur de province ont été mis en accusation avec lui. Disons que Jean-Paul Mboué-Bois-Kapo a été élu gouverneur de province le 29 avril 2024 avec 16 voix sur les 24 votants. Il n'a fait à la tête de la province du Kasaï oriental qu'une année, 1 semaine et 4 jours. Autre grand titre de ce dimanche, 64 MW attendus, mais seulement 16 pourraient être fournis d'ici 2 ans. Qualifié de barrage de la Renaissance, Réconciliation, Fraternité de l'Unité de Peuple, le gouvernement compte relancer le travaux de la centrale hydroélectrique de Katende. Plus de détails dans ces reportages. Ce sera une promesse tenue, la reprise des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. 64 MW pour le développement du Grand Kasaï attendu depuis des siècles. Cette fois, le financement est totalement congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, et son collègue des ressources hydrauliques et de l'électricité ont décidé de mettre en place une équipe conjointe chargée du suivi et de la concrétisation de cette promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 20 mois, la population du Grand Kasaï va avoir une électricité sûre et fiable. Depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous n'avons pas négligé les détails pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à la relance de ce grand projet. Il a été apparu clairement que le financement sur fonds propres de la RDC serait la meilleure option dans les avantages qui se présentent pour trouver des solutions des problèmes de développement. La garantie du financement a été donnée par l'argenté national, Doudou Fwamba. Katende a bâti tous les gouvernements qui nous ont précédés. Va-t-il aussi nous battre? Le temps seul pourra répondre à cette préoccupation. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende dans les limites des engagements financiers définis dans le contrat des travaux déjà signés. La relance des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende va booster non seulement l'économie de l'espace Grand Kasaï, mais aussi celle des provinces voisines en créant des emplois pour les jeunes. Nous allons changer de registre. La RDC dispose désormais des outils nécessaires pour encadrer ses exportations. Le directeur général du Centre d'évaluation et de certification de substances précieuses et semi-précieuses l'a dit lors d'un forum sur la chaîne d'approvisionnement responsable de minerais critiques. Participation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses CESC au forum du OCDE sur le chaîne d'approvisionnement responsable de minerais critiques. Freddy Mwamba, directeur général du CESC, revient sur les ambitions concrètes de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance minière. Il défend la mise en place de nouveaux mécanismes de traçabilité, de certification et de contrôle qu'il juge essentiels pour repositionner le pays sur l'échiquier mondial. La traçabilité permet justement de connaître l'origine du produit, connaître aussi comment il a été transporté, comment il a été stocké et connaître également le composant de ces minerais. Le CESC vient de faire un gros investissement suivant les orientations et les instructions reçues auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son passage à Moussampo. Pour le patron du CESC, la RDC dispose désormais des outils nécessaires pour encadrer ses exportations. C'est que le CESC continue à travailler durement pour permettre à la République d'avoir des laboratoires nécessaires qui vont permettre justement de faire des analyses. Autour de ces partenariats, les infrastructures vont être construites. Notre déficit en électricité va être
pratiquement couvert. Et d'ajouter que ces systèmes reposent sur une plateforme numérique intégrée capable de compiler toutes les étapes du processus. L'Académie militaire de Kananga s'apprête à accueillir de jeunes étudiants volontaires pour la formation militaire. C'est la raison même de la motivation de la ministre de l'Enseignement supérieur qui compte doter cette institution d'un statut équivalent d'un établissement universitaire. Alain Pikaï. En marge de cette activité patriotique, la professeure Marie-Thérèse Sombo s'est rendue à l'Académie militaire de Kananga pour apporter le soutien de son ministère à cette institution qui forme des jeunes officiers de FARDC. Sur place, la patronne de l'ESU est revenue sur la vision du grand chancelier des universités, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut l'école de formation des officiers de Kananga est meilleur canal d'apprentissage des jeunes Congolais qui s'engagent pour servir le pays sous les drapeaux. Le front scientifique, dont l'une des finalités est sans contexte l'éveil de jeunes Congolais aux enjeux de leur pays. Un des faits marquants du front scientifique est la réponse positive d'une frange importante des jeunes étudiants à l'appel de servir sous les drapeaux en vue de renforcer le nombre des officiers au niveau des FARDC et de la police nationale une fois la formation finie. Après avoir échangé avec l'équipe dirigeante et les formateurs, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a annoncé son intention de consulter son collègue de la Défense en vue de conférer à cette institution un statut équivalent d'un établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Question d'harmoniser les enseignements dispensés dans cette académie avec les standards académiques nationaux en insérant le système LMD. Cette mesure ambitieuse permettra de reconnaître officiellement la qualification des officiers formateurs, c'est-à-dire leur accorder des équivalences des grades académiques, en l'occurrence chef de travaux et assistants. Je le disais à l'ouverture de cette édition, Cannes U20 Égypte 2025, la RDC affrontera ce lundi 12 mai 2025 l'Afrique du Sud en quart de finale. Demain, les Jeux de Congolais se tourneront vers l'Égypte pour espérer une victoire et une mobilisation de supporters aussi des autorités congolaises pour offrir de meilleures conditions aux Congolais qui se sont déplacés. Ce soir, nous vous proposons un focus sur l'action menée par l'ambassadeur congolais accrédité en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo. Regardez. Qualifié en quart de finale, les léopards de la RDC U20 affrontera l'Afrique du Sud ce lundi. Aux côtés de ces prouesses, une mobilisation des autorités congolaises en ligne de marche. L'ambassadeur de la RDC, accrédité en Égypte, met à la disposition de supporter ses staffs techniques de bus et moyens de rafraîchissement pour plus de 200 personnes. Mobilisation matérielle, signe d'attachement à la mère patrie, un acte salué par des Congolais venus de Kinshasa. Le Ghana sollicite l'appui de la RDC au poste de secrétaire ONU Tourisme. Un émissaire du président ghanéen était chez le président RD congolais. Le garant de la nation s'est entretenu le mercredi 7 mai 2025 avec le ministre togolais des Affaires étrangères venu rendre compte au président de la République de démarches déjà prises par son homologue togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Voici la semaine du président résumée par Pierre Kibambi Somoué. La presse congolaise a célébré le lundi 5 mai la journée internationale de la liberté de la presse et une journée que le président de la République consacre depuis son avènement à la magistrature suprême à des échanges avec des journalistes professionnels des médias. La tradition a été respectée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence la célébration de cette journée en séjoignant à Fleuve Congo Hôtel à une assemblée composée des journalistes, des patrons des médias et des membres du gouvernement avec en tête la première ministre Judith Suminwa. Dans son allocution, le président de la République a encouragé
la presse nationale a œuvré pleinement dans une dynamique de responsabilité et de courage pour contribuer à la construction d'une société démocratique vivante et équilibrée, surtout dans un contexte actuel de guerre et d'enjeux économiques cruciaux pour le pays. Le chef de l'État a notamment stigmatisé la campagne de désinformation au sujet du partenariat stratégique minier en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en vue de mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du pays. Un émissaire du président du Ghana, John Mahama, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Porteur de message du président ghanéen à son homologue de la RDC, Dr Mohamed Ibn Chambat, a indiqué que son pays est candidat au poste de secrétaire des Nations Unies pour le tourisme. Le Ghana est l'un des 6 pays ayant présenté leur candidature au poste de secrétaire de l'ONU Tourisme. Le pays sollicite l'appui de la RDC pour le soutien à son candidat Mohamed Adam afin d'assumer les charges de nouveaux dirigeants de cette agence spécialisée des Nations Unies qui s'occupera de la politique touristique internationale dans la période 2026-2029. Vous vous posez certainement cette question sur le sujet qui ont marqué votre semaine, cette semaine qui s'achève. Et voici quelques-uns. La riposte contre le maladie animale, la lutte contre l'occupation anarchique dans l'espace public et l'inondation académique. La semaine en 5, une sélection de Joséphine Luyondo. Un nouveau pape élu au cours de la semaine qui s'achève, l'archevêque américain Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV. À 69 ans, il devient le 267e souverain pontife de l'histoire, succédant à François décédé le 21 avril dernier. Léon XIV a célébré sa première messe dans la chapelle Sixtine au Vatican en présence des cardinaux électeurs. Inondations meurtrières à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Des inondations ont causé 4 morts et d'importants dégâts matériels dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province. Ces intempéries sont survenues dans la nuit du lundi au mardi 6 mai à la suite des fortes pluies diluviennes. Restaurer l'ordre et mettre fin aux abus policiers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a réaffirmé ce lundi 5 mai sa détermination à imposer la rigueur dans les rangs de la police. C'était lors de l'ouverture d'un atelier stratégique dédié au cadre du commissariat et de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le thème retenu, rôle de l'inspection générale dans l'application du code de la route et la gestion des amendes transactionnelles. Sécurité en Ituri, des avancées saluées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a échangé avec le caucus des députés de la province de l'Ituri. Ces élus ont salué le travail accompli par l'état-major général qui a permis d'instaurer une accalmie dans cette partie du pays. Kinshasa lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics. Le gouverneur a lancé la campagne Balabala et Zawenzete. Dans le cadre de cette opération, l'équipe de l'hôtel de ville a procédé à la démolition des marchés pirates installés le long des principales artères de la capitale. L'objectif est de mettre fin à l'occupation anarchique des espaces publics. Régie des eaux renforce ses capacités d'intervention. Cette semaine, la Régie des eaux a réceptionné 2 laboratoires et 3 véhicules ateliers d'intervention rapide destinés à améliorer les conditions de ses services. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du projet Kinelenda financé par la Banque mondiale. Enfin, riposte contre les maladies animales. La province du Congo central a intensifié la lutte contre la peste des petits ruminants et la rage canine. 140 000 doses ont été administrées aux animaux dans les territoires de Kasangulu, Mbanzangungu et Tchela. Cette campagne vise à enrayer la propagation de ces maladies qui continuent de décimer les cheptels et les animaux domestiques. L'opération a été lancée par le ministre de Pêche et Élevage.
Le cas de braquage à mer mais s'est multiplié à Kinshasa. Comment mettre fin à ces phénomènes? La Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres propose une astuce. Ces dossiers de Diane Balaka, Fifi Mukundi et Joséphine Liondo vous résument cette formule magique. La recrudescence des braquages dans la ville de Kinshasa inquiète la population d'une part et interpelle les autorités d'autre part. Les cas les plus flagrants récents enregistrés incluent des vols à main armée perpétrés en plein jour au rond-point des Huileries, au bar Mbellange du célèbre boxeur Martin Bakoli. À cela s'ajoutent des actes similaires commis dans une pharmacie et un commerce de la commune de Lemba, ainsi qu'au supermarché SK de Ngaliema. Cette série d'incidents relance les débats sur la sécurité des biens et de personnes dans la capitale. Je demande aux autorités du pays, particulièrement au vice-premier ministre de l'Intérieur, de s'investir pour éradiquer cette situation des cambriolages répétitifs dans la ville de Kinshasa. Que la sécurité soit de rigueur pour mettre fin à ces crimes. L'incident qui s'est produit dernièrement dans la commune de Lemba s'est passé en plein jour. Une situation qui a sémé la terreur à la population de ces coins. Que la police nationale prenne les choses en main. C'est notre propre pays. Nous devons vivre dans la quiétude, mais nous déplorons l'augmentation du taux de criminalité. Nous voulons vivre dans la sécurité. Il faut vivre très bien. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, chargée de la réduction de violences armées, se penche sur la question et dénonce la détention illégale d'armes. L'origine, elle est un peu complexe. Donc, c'est-à-dire, la plupart de ces armes proviennent des circuits illégaux, c'est-à-dire de détournement, des vols, mais aussi, bien que ce n'est pas si fréquent, nos stocks nationaux. Il y a des agents mal intentionnés qui utilisent les armes de l'État pour commettre ces forfaits. Donc, voilà un peu. J'avais dit qu'il faut sortir de notre zone de confort pour aller sur place, aller voir, surveiller même toutes ces armureries. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, la CNCLPC procède déjà au contrôle des armes, de toutes les armes qui circulent sur toute l'étendue de la République. Nous commençons par Kinshasa, Congo central, Kwango, et ça va s'éteindre sur toute la République. Pour mener à bien sa mission, la CNCLPC a besoin de l'implication active de la population. La population, c'est le premier élément des renseignements. Si la population est capable de dénoncer tout ce qu'il peut voir comme un mouvement suspect d'armes, c'est déjà très bon. Donc la collaboration entre la CNCLPC et la population est très importante parce qu'à partir de la population, nous allons avoir des informations que nous n'avons pas. Face à ces braquages à répétition, il est impératif que la loi de programmation de la police proposée au Parlement soit traitée en urgence afin de doter la police des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le reste de l'actualité, comment narrer autrement l'histoire de deux Congos? Cette pensée était au centre de l'argumentaire du ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement de la RDC à la diaspora Somite au Congo-Brazzaville devant son homologue brazzavillois et la diaspora de deux pays. Patrick Mouyaya a peint avec des exemples concrets le pourquoi d'un changement de narratif. On regarde ensemble. C'est un événement qui offre une plateforme pour échange d'idées, établir de partenariats stratégiques et explorer des opportunités d'investissement entre les deux Congos. À la deuxième partie de la diaspora Somite, samedi au Congo-Brazzaville, le porte-parole du gouvernement RD congolais a invité le participant à une prise de conscience, celle de raconter positivement l'histoire de deux Congos. Moi, je viens d'un pays qui est très mal raconté. La République démocratique du Congo dont on parle le plus souvent, on n'en parle que sous le prisme de la guerre. On n'en parle que sous le prisme des défis. Mais on n'en parle jamais sous le prisme de sa résilience. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a véritablement un travail d'appropriation. D'abord de ce que nous sommes. S'agissant de réseaux sociaux, Patrick Mouyaya évoquait le défi que cela impose en termes de législation, régulation de contenu et comment s'assurer de protéger les plus jeunes qui ont accès à travers le téléphone alors que ces réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient comme atout pour relayer et partager les bonnes choses telles que de modèles de réussite. Donc il y a
possibilité aujourd'hui, nous approprier de notre dire et raconter au monde, écoutez, les Tesla qui roulent partout au monde, qui sont considérés aujourd'hui comme des voitures de référence pour protéger les climats, le cobalt vient de la RDC. Cette rencontre dédiée au renforcement de compétences et élargissement de réseaux évoque plusieurs thèmes, notamment l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, la valorisation de matières premières, transport, l'énergie, le sport, la jeunesse et l'emploi. Tout à fait autre chose. Le malade victime des inondations ont eu de mots de réconfort de la ministre en charge des Affaires sociales. Nathalie Aziza-Mounana a fait le tour de quelques hôpitaux de Kinshasa. Edith Chala. Une journée marathon pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, le 8 mai 2025. Aussitôt terminée avec la Croix-Rouge, Nathalie Aziza-Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, s'est rendue dans différents hôpitaux de la place où sont internés les sinistrés des inondations depuis du 4 au 5 avril dernier. Elle est venue réaliser la promesse leur faite de les accompagner. Tour à tour, elle a été au centre de santé Vijana à Lingwala et à l'hôpital général de référence Mère et Enfants de Barumbu. Sur ces deux sites, les vivres et non-vivres ont été remis aux malades sinistrés, au personnel et aux administratifs, signe d'attachement et de considération de Nathalie Aziza-Mounana, au personnel soignant et aux malades. Nous remercions son Excellence Nathalie Aziza-Mounana pour cet acte qu'elle vient de poser à ce jour. Elle a promis et aujourd'hui, elle a concrétisé tout ça. Elle est allée au-delà de ce qu'elle a promis. Ça fait plus de 17 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu de telles actions se concrétiser. Elle nous avait promis et voici aujourd'hui, elle l'a réalisé. Raison pour laquelle nous disons encore à maman un grand merci. Ce sont les œuvres qui parlent. La ministre des Affaires sociales a ainsi, au nom du gouvernement de la République, répondu à un besoin criant d'apporter un soutien moral et matériel aux personnes sinistrées et en détresse après les pluies diluviennes qui sont abattues à Kinshasa en début d'avril dernier. Nous allons parler éducation à présent. L'arrivée de l'intelligence artificielle facilitera d'écourter le délai du processus de correction automatique des épreuves certificatives. C'est ce que pense la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale. C'était au cours d'un colloque organisé à Kinshasa, Anastasie Doumbou. L'intelligence artificielle reste un outil incontournable pour l'homme dans ses tâches professionnelles, bien que l'homme reste au centre dans la réalisation des travaux pendant cette heure numérique. Aujourd'hui, elle est importante d'être intégrée dans les systèmes de l'enseignement congolais, en vue de réduire les coûts et les temps sur les résultats attendus. La correction de l'examen d'État prenait beaucoup de temps et il y avait beaucoup d'erreurs parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais il s'est fait que depuis l'année passée, il avait plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nous nommer avec mon titulaire, la ministre d'État Raïssa Mal Dinanga. Nous avons travaillé d'urgence pour réduire sensiblement le temps de correction et de publication de l'examen d'État. On a été aidé aussi en partie par cette intelligence artificielle, mais comme la place de l'homme est incontournable, l'intelligence artificielle en soi ne peut rien faire sans l'homme. L'intelligence artificielle attend la matière de l'homme. Organisé par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication en collaboration avec l'Institut national des arts, avec pour thème les journalismes face à l'intelligence artificielle, entre méfiance et révérence. Par ailleurs, les coordonnateurs de l'Agence du développement du numérique avaient brossé sur la responsabilité de l'homme face à la réalité de l'intelligence artificielle. Unis pour l'éducation et l'emploi, tel est l'intitulé d'un projet dans le secteur de la formation professionnelle. Ces projets est une réponse stratégique aux défis socio-économiques auxquels est confrontée la RDC.
Pour un coût total de 30 millions d'euros, le projet uni pour l'éducation et l'emploi a été expliqué ce week-end au ministre de la formation professionnelle. Le porteur de la nouvelle auprès du ministre Ekila Likombo n'est autre que Nicolas Berlang Martinez, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC. Le pilotage d'abord, le comité stratégique après, n'est qu'un organe qui sont des lignes directrices. Mais le travail a déjà commencé. Et je dirais plus, le travail, en fait, c'est les gouvernements qui marquent ces lignes de travail. On ne fait que renforcer d'une manière opérationnelle ce qui est déjà décidé par les autorités. Financée par l'Union européenne, cette initiative dont la mise en œuvre sera prise en charge par Enabel et Onoudi vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité et favoriser l'employabilité de jeunes et de femmes en renforçant l'écosystème congolais de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Dans les prochains jours, soit le 28 mai prochain, le comité de pilotage sera mis en place et sera coprésidé par l'ambassadeur de l'Union européenne et le ministre de la formation professionnelle. Déjà, les deux parties se sont convenues sur la désignation de points focaux et des réunions à venir. Le ministre de la formation professionnelle a salué la venue de ces projets et a signifié que celui-ci tombe à point nommé du fait que le gouvernement de la RDC, par son canal, travaille pour la création d'emplois dans les 6 piliers du programme du gouvernement actuel. Et puis ces titres, la RDC veut renforcer sa politique contre la corruption. À la Chambre basse du Parlement congolais, une proposition de loi sur le règle de renforcement de la répression contre le détournement de finances publiques, corruption et enrichissement illicite a été déposée. Une autre proposition de la loi compte renforcer le règle de cautionnement de détournement. Rodépanda. Les cycles de détournement des finances publiques, rémunération et enrichissement illicite, des fléaux qui doivent être éradiqués en RDC au moyen de renforcement de la loi sur la répression. Le député national Patrick Saloumou Witakenge, élu de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, déborde d'initiatives parlementaires. Il s'en va en guerre contre ces comportements et pratiques en s'attaquant au détournement des deniers publics. 2 propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale. La première tient à renforcer les règles de répression de détournement, corruption, concussion, rémunération et enrichissement illicite. Et la deuxième renforce les règles de cautionnement en cas de détournement. L'esprit derrière la loi, c'est de se dire, lorsque on sert les pouvoirs publics, c'est en réalité un sacerdoce. Donc c'est question que les gens soient plus concentrés à servir plutôt qu'à l'enrichissement. Et pour les cas qu'on a eu à déplorer dans le passé où les gens se sont servis dans la caisse de l'État, il est question de pouvoir affermir les règles tant dans la procédure que également les règles fondamentales par rapport à l'application des peines. La motivation, c'est que l'on puisse davantage poursuivre l'argent qui disparaît plutôt que seulement se contenter d'avoir arrêté quelqu'un pendant un temps et puis le dossier, on le perd dans la mémoire. Quelle est la particularité de ces propositions de loi? Non seulement on est orienté vers les biens en réalité qui sont soustraits de finances publiques, mais aussi la personne. Dans la proposition de loi, on a essayé d'être plus sévère. On ne peut pas aller jusqu'à la peine de mort comme certains l'ont suggéré dans d'autres forums, mais ici on a suggéré qu'on pourrait aller jusqu'à perpétuité et là c'est pour des cas extrêmement graves. Après la première initiative sur la police des étrangers déposée au mois d'avril dernier, à travers les présentes initiatives, les députés national Patrick Saloumou reste déterminé à mettre la main sur l'argent de l'État détourné. Écho de parti et formation politique avant de nous quitter, la guerre hybride et anticipation stratégique en Afrique centrale était au centre de la matinée scientifique du corps scientifique d'élite de l'UDPS engagé dans la recherche de solutions aux problèmes de la société. Images et commentaires. Les contextes sécuritaires qui traversent les pays imposent la mobilisation de toutes les intelligences congolaises pour y faire face. C'est dans ces cadres que les corps de l'élite scientifique de l'IDPS s'est réunis pour réfléchir sur cette problématique en vue d'y apporter des solutions. Dans son exposé, l'orateur du jour, Dr Soft Mukuna, doctorant au Collège des hautes études des stratégies et défense, a posé le diagnostic des différentes menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays de Félix Antoine Tshisekedi.
Ce que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo et à l'ouest avec les Mobondo, ce sont des formes évoluées des guerres hybrides ou des frontières entre guerre et paix. Face à cette menace diffuse, réactive et multiforme, notre réponse ne peut être fragmentée. Je propose à la présidence de la République de mettre en place une cellule nationale d'anticipation stratégique chargée de détecter les signaux faibles, de croiser les informations issues des terrains et d'alerter rapidement les centres de décision. Les coordonnateurs scientifiques de cette structure informée de l'IDPS appellent à la clairvoyance et à l'anticipation des événements. Nous sommes obligés de mettre en place cette cellule de stratégie qui nous permettrait aussi de penser à quelle armée nous devons avoir, quel service de sécurité nous devons avoir demain. Nous devons mettre en place des structures de défense totalement dissuasives qui dissuaderaient quiconque de penser à s'en prendre à la RDC. Avec ces échanges fructueux, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS attendent apporter une fois des réponses appropriées aux problèmes de la société congolaise conformément à sa mission. C'était votre journal magazine de ces dimanches 11 mai 2025. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chuluba, en kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd. Madame et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon dimanche aux catholiques du monde entier en ces dimanches du Bon Pasteur. À toutes et à tous. Bonne soirée chez vous.